Bonsoir, je me présente, Sophie Dufour et je suis travailleuse sociale au Cégep André-Laurendeau. Le service à la vie étudiante et le comité sur les saines habitudes de vie est heureux de vous accueillir au Facebook Live ce soir sur la présentation sur le stress et l'alimentation. Cette activité devait être tenue la session dernière, mais compte tenu du contexte actuel, nous l'avons adaptée pour vous l'offrir en virtuel cette session-ci. Nous avons voulu inclure cette activité dans le cadre de la Journée de la santé mentale au collégial qui aura lieu demain, le 12 novembre. Vous en avez peut-être entendu parler dans votre cégep. Pour faire un petit historique, la première Journée de la santé mentale au collégial a pris naissance en novembre 2016. C'est la Fédération des cégeps et le Mouvement Santé mentale Québec qui ont voulu rappeler toute l'importance d'entretenir une bonne santé mentale auprès de la population étudiante. Une journée est donc organisée annuellement dans tous les cégeps du Québec en novembre. C'est pourquoi nous avons décidé ce soir d'envoyer une invitation à tous afin que l'on puisse tous et toutes se rassembler et partager une activité ensemble. J'en profite également pour vous rappeler de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin. Tout au long de notre vie, il est possible qu'on vive des situations qui sont difficiles, donc il y a des ressources qui sont là pour vous aider, que ce soit des ressources externes ou tous les services psychosociaux de vos cégeps. On est là pour vous, c'est vraiment important, votre bien-être nous tient vraiment à cœur. Je laisse maintenant la parole à Maryse Talbot, infirmière clinicienne du Cégep André-Laurendeau. Donc, à toi, Maryse. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors, comme Sophie l'a mentionné plus tôt, mon nom est Maryse Talbot. Je suis infirmière clinicienne à la clinique santé du Cégep André-Laurendeau. Tout comme Sophie, je fais partie de l'équipe du service à la vie étudiante et à la communauté du Cégep. Comme elle a mentionné ma collègue, demain, ce sera la journée de la santé mentale au niveau collégial. Ces derniers temps, on en entend beaucoup parler de la santé mentale dans les médias et on est hyper conscientisé à prendre au sérieux cet aspect de notre vie. En tant que société, il faut absolument qu'il y ait des ressources pour répondre aux besoins de ceux qui sont en détresse psychologique. Et en tant que société, il doit y avoir des actions préventives pour éviter justement d'aller à un point de détresse psychologique. Par contre, à une échelle individuelle, on peut prendre soin de notre propre santé mentale par des petits détails dans notre vie quotidienne. Par exemple, avoir une bonne routine du sommeil, avoir une activité physique régulière, une vie sociale. Une routine dans la vie de tous les jours, faire des séances de relaxation, de la gestion du stress, avoir une alimentation équilibrée. On a pensé ce soir qu'on pouvait vous présenter un Facebook Live en lien avec l'alimentation et le stress. À savoir, le stress, normalement, de base, il est positif dans notre vie et il est essentiel à notre survie. Par contre, quand il est hyper mal géré, il peut devenir un facteur perturbateur dans notre équilibre de notre santé mentale. Alors, tout d'abord, avant de débuter le live, je voudrais juste mettre en place quelques directives. Tout d'abord, si vous voulez poser des questions, il est possible de le faire dans le chat. À la toute fin, on va prendre un temps pour répondre aux questions qui semblent ne pas avoir été répondues pendant notre échange. Ça serait aussi intéressant si vous pouviez, si vous êtes étudiant ou employé d'un autre cégep, juste de le mentionner, de quel cégep vous faites partie. Si vous ne posez pas une question, ça serait juste intéressant aussi d'aller inscrire dans le chat de quel cégep vous venez, juste pour qu'on puisse avoir une petite idée des personnes qui ont participé au chat, au Facebook Live. Aussi, je le mentionne, mais je suis certaine que ça va bien se passer, il faut rester respectueux dans nos commentaires. Il y a aussi un point qui peut arriver, c'est qu'on ne répond pas à votre question, vous avez l'impression qu'on n'a pas répondu. C'est probablement parce qu'on aura jugé qu'on y a répondu pendant le Facebook Live. Alors, je vous encourage, si vous voulez avoir une réponse à vos questions, de réécouter le Facebook Live qui sera enregistré, qui sera disponible sur la page du Cégep. Alors, pour parler du stress avec nous et de l'alimentation, on a fait appel à l'équipe nutrition qui est venue au Cégep faire plusieurs activités, des ateliers, des conférences en lien avec la nutrition. On a vraiment apprécié leur intervention. Et puis, pour les représenter, on a avec nous ce soir Catherine Bazinet. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Maryse. Merci de m'avoir invitée. Bienvenue. Je te laisse te présenter, puis après, on va enchaîner avec les questions.
Oui, donc comme mentionné, moi je suis nutritionniste chez Équipe Nutrition. On est une équipe de 46 nutritionnistes vraiment répartis à travers la province. Avec le COVID, on s'est même un peu étendu dans le reste du Canada. On est surtout associés à différentes universités, 4 universités justement au Québec, centre de physiothérapie, médecine familiale, etc. Donc, c'est notre force d'équipe. Moi, personnellement, je travaille à Montréal et à Granby. OK, mais juste pour mentionner aussi les services de l'équipe nutrition, il y aura dans le chat et à la toute fin un lien là, si vous avez besoin d'avoir les services de nutritionniste. Il y a toujours possibilité de le faire et vous pourrez aller voir sur leur site. Alors, tout d'abord, Catherine, est-ce que tu pourrais commencer par mieux nous définir qu'est-ce que le stress exactement? Oui, définitivement. Donc, le stress, c'est vraiment un mécanisme de lutte et ou de défense qui est vraiment déclenché par le corps suite à un agent, soit physique ou psychologique, que le corps perçoit comme étant une menace. Puis là, c'est vraiment important de faire la distinction entre deux types de stress. Il y a vraiment le stress aigu qu'on appelle, qui est lié à un événement précis. Et ce type de stress-là est très positif. Il y a une sécrétion d'adrénaline, ça nous aide à être plus focus, à gérer, affronter cet événement-là. Donc là, on parle plus d'une situation, par exemple, on se présente à un examen, cette journée-là, on est un peu plus stressé, peut-être un accident de voiture ou une présentation au travail, ce genre d'événement-là. Par contre, il y a aussi un stress qu'on appelle le stress chronique, qui est vraiment une répétition. Il n'y a pas de moment de relâche vraiment. Et c'est là que ça peut devenir problématique. C'est s'il y a une mauvaise gestion du stress et que ça fait que ça commence à avoir un peu plus d'impact dans notre vie. Donc là, ça peut être peut-être justement des difficultés financières, troubles au niveau de la famille, vraiment des éléments qui sont récurrents. Et c'est celui-là qu'on va un peu plus parler aujourd'hui, celui qui a un peu plus l'effet néfaste au niveau de la santé tout particulièrement. OK. Mais ce stress chronique-là que tu mentionnes, quel impact il peut avoir sur notre santé physique? Oui, et je dirais le mécanisme principal que le stress chronique peut avoir un impact sur la santé physique, c'est vraiment via la libération d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol a vraiment beaucoup d'impact à plein de niveaux, au niveau du mécanisme, de l'organisme. Par exemple, si on énumère quelques éléments qui se passent au niveau du corps, ça va créer de l'inflammation dans le corps, ça favorise le stockage de gras au niveau viscéral, autour des organes, au niveau de l'abdomen, celui qui est un peu plus associé à des problématiques de santé. Ça augmente aussi le taux de sucre dans le sang, la résistance à l'insuline. Ça joue sur le système immunitaire et la qualité du sommeil. Donc, à cause de tous ces phénomènes-là, on voit une association entre le stress chronique et le développement de certaines problématiques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, la dépression, etc. Donc, ça a vraiment un gros rôle à jouer. Je dirais qu'il y a un autre aussi mécanisme, comment le stress joue sur la santé, et c'est via le microbiote. On parle de plus en plus de la flore bactérienne, l'effet des probiotiques, et on voit en fait que le stress impacte négativement la bonne flore bactérienne. Vous avez peut-être déjà entendu parler que le microbiote, c'est le deuxième cerveau. En fait, il y a autant de terminaisons nerveuses dans les intestins qu'il y a dans la moelle épinière. Donc, il y a vraiment une autoroute d'information qui va dans les deux directions. Et juste pour vous illustrer un peu l'impact, je trouvais qu'il y avait une étude assez intéressante dans notre contexte ici. Ils ont fait des études sur des étudiants avant un examen, le jour d'un examen et les jours suivant un examen. Et en fait, la quantité de bonnes bactéries dans leurs intestins avait drastiquement diminué le jour de l'examen et les quelques jours suivants. Donc, on voit que le stress a un impact là, au niveau de la flore bactérienne. Wow, super intéressant, je ne savais pas ça. Plus spécifiquement, est-ce que tu pourrais nous dire à quel point le stress peut influencer l'alimentation et aussi sur le poids, je pense, hein? Oui, si on regarde un peu plus spécifiquement au niveau du poids, je dirais que ça joue principalement à deux niveaux. Un qui est plus physiologique, l'autre qui est plus comportemental. Commençons avec celui qui est plus physiologique. Donc, encore une fois, c'est à cause du cortisol. Le cortisol joue aussi au niveau de l'augmentation de l'appétit. Donc, il y a vraiment un effet physique sur le corps et principalement pour des aliments qui sont riches en gras ou en sucre. Il y a deux raisons pour ça. Surtout, c'est des aliments plus caloriques qui vont nous aider soit pour lutter ou fuir, qui est le but du stress au final, mais aussi parce que ces types d'aliments-là libèrent des endorphines qui donnent un sentiment de bien-être, donc ça crée un feedback loop positif. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect physiologique, mais ça joue aussi au niveau du comportement. Et si on regarde au niveau du comportement, je parle surtout de l'expression qu'on entend qui est de manger ses émotions.
Si ça vous intéresse de un peu explorer ça, de creuser un peu, pour prendre un petit moment, faire une réflexion sur soi-même, dans le chat, on a mis un lien également à un site web qui s'appelle « J'écoute ma faim ». C'est une initiative d'équipe nutrition, justement. On a créé un site web pour aider à mieux comprendre nos comportements, justement. Et si vous regardez en haut à gauche, il y a un petit quiz que vous pouvez répondre des petites questions pour voir quel type de mangeur vous êtes. Et là, ça va vous montrer est-ce que vous êtes un mangeur émotif, qui est ce qu'on parle aujourd'hui, êtes-vous un mangeur réactif, intuitif, etc. Donc, ça vous permet juste de prendre un petit moment de réflexion pour voir si vous voyez dans ce type de mangeur-là. Puis on pourra revenir un peu plus tard, voir comment on peut faire pour travailler sur ces habitudes-là si jamais, oui, on remarque qu'on est un mangeur émotif. OK. Alors, justement, comme tu disais, en prenant tout ça en considération, est-ce qu'il y a un moyen qu'on puisse réduire l'impact du stress sur notre santé mentale, notre santé physique, via justement notre comportement alimentaire? Oui, donc l'alimentation peut avoir un impact pour justement sur la santé, mais aussi sur la santé mentale. Commençons sur l'aspect plus physique. On avait parlé tantôt que le cortisol crée un état inflammatoire. Bien, la meilleure façon de réduire l'impact de ça et donc réduire l'impact du stress sur le corps est via une alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire. Et à quoi ressemble une alimentation anti-inflammatoire? Si on parle vraiment de la grande ligne, l'élément à retenir, c'est une alimentation qui est riche en aliments végétaux entiers, peu transformés. Et c'est là que je vais vraiment mettre l'accent sur l'alimentation entière, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur des vitamines isolées, des antioxydants, donc des choses qu'on pourrait manger sous forme de suppléments. Il y a toute une industrie de l'argent, il y a de l'argent à être fait là-dedans, donc c'est sûr que ça a été beaucoup étudié. Puis malheureusement, c'est pas équivalent. Il n'y a pas une molécule isolée qui peut avoir l'impact d'une alimentation équilibrée. Pourquoi? Donc, ça nous suggère aussi que peut-être qu'il y a des éléments dans l'aliment entier qu'on ne connaît pas encore, qui ont un impact, qu'il y a tellement de molécules qui peuvent avoir un impact, que peut-être il y en a certaines qu'on ne connaît pas encore, ou c'est vraiment l'effet synergique. Vraiment, tous ces composantes-là de l'aliment qui jouent. Donc, si vous voulez travailler là-dessus, je mettrais plus les efforts sur voir comment on peut rajouter, par exemple, des fruits et légumes entiers dans l'alimentation. C'est ça qui va avoir le plus d'impact. Dans les études, il faut quand même montrer certains éléments clés qui se retrouvent dans les aliments entiers qui pourraient expliquer l'effet anti-inflammatoire. Tout d'abord, il y a les antioxydants, particulièrement les polyphénols, qui ont un effet anti-inflammatoire. Une panoplie de vitamines minéraux, vitamine C, folate, zinc, magnésium, il y en a plein. Il y a même des molécules spécifiques qui joue un rôle sur une enzyme qu'on appelle la monoamine oxydase au niveau du cerveau, qui influence directement la quantité de neurotransmetteurs. Donc, sérotonine, dopamine, etc. Et donc, un rôle direct sur l'humeur. Donc, pour toutes ces raisons-là, aller vers une alimentation plus entière. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de fruits et légumes entiers, des grains entiers, des légumineuses, des noix, des graines. C'est vraiment ça qui va avoir un impact pour réduire l'inflammation, mais très intéressant aussi, réduire l'inflammation aide également à améliorer l'état mental. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, puis je voulais vous en partager une pour illustrer ça aujourd'hui. Il y a une étude qui a été créée, qui a été faite par le British Journal of Psychiatry, qui a été faite sur une cohorte d'à peu près 3500 personnes, donc non négligeable. Et il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe, en fait, qui mangeait une alimentation plus transformée, donc riche en sucre ajouté, grains raffinés, fritures, viande transformée, produits laitiers gras. Et ce groupe de personnes-là avait 58% plus de chances de développer des symptômes de dépression que le groupe témoin. Il y avait également un groupe qui mangeait une alimentation justement peu transformée, axée sur les fruits et légumes entiers, du poisson. Et eux avaient un risque moindre. Il y avait 26% moins de risque de développer ces symptômes-là. Donc, on voit comment l'alimentation peut avoir un impact pour réduire le risque, en fait, de développer ces problématiques-là au niveau de la santé mentale. Donc, si on veut transformer ça en recommandations concrètes, bien sûr, plus on a de fruits et légumes, mieux c'est, mais si on veut vraiment y aller avec des chiffres, je dirais que ce qu'on pourrait viser, c'est à peu près un 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Quand on parle d'une portion, un fruit, c'est à peu près la grosseur d'un poing, en fait, la grosseur d'une pomme, ou pour un légume, on parle à peu près d'une demi-tasse. Donc, juste pour donner un exemple concret, ça pourrait être, par exemple, 2 fruits le matin, peut-être 1 ou 2 en plus, en forme de collation à travers la journée. Et au repas, si on a 2-3 portions, donc une tasse et demie de légumes, bien, on a facilement nos 7 à 10. Donc, concrètement, ça pourrait ressembler à ça, là, une alimentation avec une très grande quantité de fruits et légumes.
La question peut-être qui se pose après, c'est que là, on rentre dans les mois d'hiver. Des fois, on a l'impression que c'est un peu plus difficile d'avoir accès à des fruits et légumes de belle qualité ou à un prix abordable. Puis pour ça, bien sûr, là, il peut y avoir plein de stratégies. Là, je ne connais pas c'est quoi vos préférences. On a un trop gros groupe pour aller un peu trop loin là-dedans aujourd'hui. Mais ce que je peux peut-être juste donner un petit conseil, ne pas bouder les fruits et légumes congelés. Ça conserve vraiment 100% de sa valeur nutritive. Et donc, vraiment, supposons on achète un sac de petits fruits qui a été cueilli à l'été, congelé, bien, même si on se fait un smoothie avec ça l'hiver, on va avoir tout le bénéfice. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut aller chercher via les fruits et légumes congelés qui pourraient nous donner un très bon apport. Ensuite, si on poursuit un peu au niveau des petits éléments au niveau alimentaire qui peuvent jouer sur l'état mental, la vitamine D. On l'entend souvent avec le nom, la vitamine soleil. C'est une vitamine qui, malheureusement, n'est pas dans l'alimentation. La façon qu'on l'obtient normalement, c'est via la peau. Donc, quand notre peau est exposée aux rayons du soleil, on a la capacité de créer notre propre vitamine D. Là, malheureusement, habitant durant l'hiver, là, on a eu quelques jours exceptionnels dernièrement avec beaucoup de soleil, mais c'est l'exception. Normalement, durant l'hiver, il n'y a pas assez de soleil pour permettre cette synthèse de vitamine D, malheureusement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une supplémentation de septembre à avril, au moins durant les mois d'hiver, pour avoir ça. Puis là, ça va être la seule supplémentation que je vous recommande, simplement parce que c'est pas possible d'aller la chercher via l'alimentation. Pour la quantité, je vous recommande de prendre 2000 unités internationales par jour. Je vais répéter, c'est 2000 unités internationales par jour. La raison pour la quantité, en fait, en plus de petites doses, c'est suffisant pour le système osseux, mais pour avoir les bénéfices sur le système immunitaire et sur l'humeur, il faut en prendre plus. D'où le 2000, c'est la quantité qu'il faudrait pour améliorer l'humeur. Une petite pause pour boire. Mais à savoir que c'est disponible en vente libre à la pharmacie. Oui, c'est ça, ça se trouve très facilement et toutes les formes sont bonnes. Si vous voulez prendre liquide, capsule, à croquer, peu importe, prenez celle qui vous convient le mieux. L'important, c'est la quantité, en fait, le 2000 par jour. Mais c'est très facile à retrouver à la pharmacie. Un autre petit aliment que je pensais que serait intéressant à discuter ensemble aujourd'hui, c'est le cas du cacao, le chocolat. Donc, je suis sûre que ça l'intéresse quelques-uns de savoir est-ce que ça a réellement un impact ou non. Puis les études le disent tout le temps, c'est difficile de séparer juste le plaisir de manger du chocolat. Est-ce que ça a un impact sur l'humeur ou est-ce que c'est réellement les molécules à l'intérieur? Mais en effet, il semble avoir certaines molécules qui peuvent jouer sur l'humeur, dont les polyphénols, les antioxydants qu'on a parlé un peu plus tôt, la théobromine, qui est aussi le type de caféine, qui peut avoir un petit effet stimulant aussi. Et il y a même un cannabinoïde. Donc, on pense à cannabis, justement, c'est un peu ça se connecte au même récepteur. Ça crée un effet de bien-être, d'euphorie. Donc, oui, il y a certains petits éléments. Donc, pourquoi pas rajouter du cacao dans certaines recettes ou aller plus vers le chocolat noir. C'est sûr que le chocolat noir va avoir plus de ces molécules-là que le chocolat au lait. Des petits exemples de comment inclure le cacao directement dans l'alimentation. On peut rajouter ça dans un smoothie, un gruau froid, des muffins, des biscuits. Il y a plein de façons de rajouter une petite dose de cacao un peu à droite, à gauche. Et au niveau de la santé physique, peut-être un dernier élément que je voulais mentionner aussi, c'est les probiotiques. Donc, on a parlé tantôt comme quoi le stress pouvait avoir une influence à réduire nos bonnes bactéries. Mais ça a quand même des conséquences, justement, sur l'état mental aussi. Ça va dans les deux sens. Les bonnes bactéries, en fait, ils produisent des messagers sous forme d'acides gras à chaîne courte qui donnent un signal pour augmenter la production de sérotonine, qui est souvent associée à une sensation de bien-être. Donc, si on a beaucoup de ces bonnes bactéries-là, on a plus de sécrétion de sérotonine. En fait, 90% de notre production de sérotonine est synthétisée au niveau de l'intestin. Donc, vraiment, c'est là une des sources principales de sérotonine. Et donc, quelque chose qu'on peut faire, si on pense à comment, en connaissant cette information, on peut améliorer notre humeur via l'alimentation, c'est de s'assurer de maintenir une bonne flore intestinale. Donc, oui, il y a la possibilité de prendre ce qu'on appelle des probiotiques. Ceux-là aussi, on les voit beaucoup en pharmacie.
En fait, si on prend certaines souches de bactéries qui aident à améliorer cet équilibre-là, il y a eu certaines études qui montraient là, que ça pourrait réduire les symptômes d'anxiété, de stress et de dépression. On est encore au premier stade là, de ces études-là. Tout le microbiote, je dirais que c'est une science très jeune. On est déjà encore en train de comprendre là, tous ces phénomènes-là, mais on voit qu'il y a un lien. Je dirais que ce qui va avoir le plus un impact tout de suite, et ce que je vous suggère définitivement, c'est de manger une alimentation qui contient la nourriture que les bactéries mangent, en fait. On veut nourrir nos bonnes bactéries pour les permettre de proliférer. Si on les affame, ils vont mourir, et là, c'est les mauvaises bactéries qui vont prendre le dessus. Donc, comment on peut faire ça? C'est quoi la meilleure nourriture à bactéries, si on veut? C'est les fibres alimentaires. Et où on retrouve les fibres alimentaires? Dans les aliments végétaux entiers, donc fruits, légumes entiers, grains entiers, légumineuses, noix et graines. Donc, ça revient un peu aux mêmes recommandations, mais ça joue sur un mécanisme différent. Donc, il y a même un effet d'accumulation au niveau des bienfaits. Donc, si on mange une alimentation qui est riche en fibres, riche en ces types d'aliments-là entiers, ça va nous aider à maintenir la bonne flore bactérienne qui synthétise toutes ces belles molécules-là. Donc, ça chapeaute un peu l'aspect plus sur la santé physique, mais je veux aussi un peu plus aborder l'aspect comportemental. Donc, on a parlé tantôt, est-ce qu'on est un mangeur émotif? Bien, j'aimerais revenir là-dessus. Si on remarque qu'on est dans cette catégorie-là, comment on peut travailler sur cette habitude-là? Et c'est pas un problème en soi d'aller vers les aliments comme source de réconfort, pas du tout. Le problème, c'est notre seul réflexe. Si c'est notre seul réflexe ou celui qui arrive le plus souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ça se répète peut-être plus souvent dans la semaine et donc ça a un peu plus d'impact sur la santé et le poids d'aller vers peut-être ces aliments-là un peu plus riches. Donc, ce qu'on veut peut-être faire ici, c'est pas de dire « non, je n'ai plus le droit d'aller vers un aliment dans cette situation-là », mais plutôt, est-ce qu'on peut développer d'autres réflexes? Est-ce qu'on peut se créer une boîte à outils avec plein de solutions? Et si on regarde la science là, de comment changer les comportements, c'est quoi la meilleure méthode pour aider à changer les habitudes? Bien, commençons peut-être par décortiquer c'est quoi une habitude, comment ça fonctionne. Donc, il y a toujours l'élément déclencheur. Prenons ici le stress. Ensuite, on a une façon de gérer ce stress-là, la méthode qu'on utilise pour résoudre le stress, qui est peut-être ici de manger. Et au final, vu qu'on a mangé, bien là, il y a une résolution de l'émotion, on se sent moins stressé et ça ferme la boucle. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si on ressent du stress et on a le goût de manger et on se dit « non, il ne faut pas que je mange, je m'arrête là », bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'a pas résolu le stress. Le stress reste présent. Donc, ce n'est pas la solution. On peut peut-être essayer de se forcer de faire ça, mais ce ne sera pas une solution long terme. Ça ne va pas bien fonctionner. La meilleure façon de gérer le stress et de changer cette habitude-là, c'est de travailler sur le centre, en fait. Le déclencheur reste là. Malheureusement, on ne peut pas toujours enlever le stress. Donc, le déclencheur reste là. La résolution du stress reste là également, c'est super important, mais la façon d'aller chercher la résolution de l'émotion, c'est ça qu'on veut travailler. Donc, on le remplace par autre chose. Donc, je vous inviterai à brainstorm. Regardez quelle activité que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous fait du bien, qui vous permet de déconnecter, être un peu dans le moment présent. C'est peut-être d'appeler un ami avec l'isolement en ce moment, peut-être ça peut être d'aller chercher un peu plus d'interaction sociale, prendre une bonne douche, lire un bon livre. Là, je nomme des choses au hasard, mais c'est vraiment personnel, c'est de voir ce qui vous ferait du bien dans cette situation-là. Donc, supposons que vous testez quelque chose, on va dire lire un bon livre. Donc, vous vous sentez stressé, vous lisez un livre et ça vous fait du bien, ça permet de réduire le stress. Bien, si ça arrive, répétez cette habitude-là. Une habitude, c'est vraiment créé par répétition. Donc, ça prend quelques semaines de répétition avant que le cerveau crée l'association et là, ça devient plus naturel. Mais une fois qu'on a fait ce processus-là, il va devenir dans notre bagage comme manger. Donc, plus on rajoute d'options à ce moment-là, bien, plus on pourra varier. Et justement, si jamais on veut manger parfois, bien, il ne faut pas ressentir de la culpabilité. C'est simplement de prendre du recul et voir bien, c'est quoi toutes mes solutions? Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? C'est quoi la fréquence au final là, que je fais ça? C'est vraiment ça qui est important, c'est l'équilibre en bout de ligne. Un autre élément que je trouve qui est important au niveau du comportement, que j'ai remarqué avec mes clients récemment, c'est à cause du confinement, il n'y a plus de séparation entre la vie, soit à l'école ou au travail, et la vie personnelle. On dirait qu'on est tout le temps au même endroit dans la maison et tout se mélange un peu.
Et beaucoup de personnes ne prennent pas des moments de pause pour eux dans la journée, comme par exemple sur l'heure du lunch, ils vont juste continuer sur leur ordinateur, à leur bureau, et donc il n'y a aucune coupure. Les coupures sont super importantes pour vraiment avoir cet effet de détente, des petits moments là, pour baisser la pression à travers la journée. Si avant, vous aviez l'habitude, entre deux cours, aller manger ailleurs, sortir, je vous encourage à maintenir l'habitude de vraiment créer une séparation et prendre ce moment-là dans la journée pour vous aider. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui peut aider et qu'on a un peu perdu avec le confinement, le fait qu'on est tous à la maison. Donc, je vous encourage à essayer ça, voir si ça l'aide. Puis c'est une autre tactique, justement, pour aider à avoir des petits moments pour soi. Là. Éviter de créer une accumulation et qu'on fait éventuellement peut-être un burn-out ou une surcharge. Excellent. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de ce que je voulais discuter au niveau comportemental. Puis, je voulais revenir aussi sur ce que Maryse a dit un peu plus tôt. C'est vraiment holistique. Oui, là, moi, je suis ici surtout pour parler d'alimentation, mais on voit là, le bénéfice de, par exemple, des exercices de respiration, la méditation, le sport. Il y avait une super belle étude, il y en a eu plusieurs, mais une, justement, qui ont prescrit, si on veut, un programme aérobique là, de sport pendant 4 mois ou des antidépresseurs pendant 4 mois, puis ça a eu le même impact au final sur la réduction des symptômes. Donc, c'est pas à négliger, on sait vraiment de le voir, oui, l'alimentation, mais dans un tout. C'est sûr que tout le monde réagit un peu différemment au stress. Certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres, mais il y a des mécanismes comme ça qu'on peut faire qui peuvent nous aider à réduire l'intensité des symptômes ou sentir qu'on peut mieux le gérer, que c'est plus vivable là, comme situation. Donc, j'espère qu'il y a quelques petits trucs que vous avez pu prendre aujourd'hui lors de la présentation qui va vous être utile. C'est des petits changements comme ça là, au niveau de l'alimentation qui va pouvoir peut-être vous aider dans les prochains mois. Merci beaucoup. Tu as mentionné la sérotonine pendant la conférence, juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, cette molécule elle a une grande importance justement dans la santé mentale. C'est souvent ça qui est régulé dans la médication pour les dépressions. Alors, on peut bien voir qu'avec l'alimentation, on peut avoir un impact indirect sur notre équilibre mental. Aussi, tu mentionnais de faire une pause, de couper. J'entendais à la radio l'autre jour, il y a des gens qui sont en télétravail pour faire leur coupure de la journée, mais ils sortent en voiture, ils vont chercher un café ou au service à l'auto juste pour avoir l'impression qu'ils ont coupé leur journée. Alors, tu sais, c'est des petits trucs que les étudiants, vous pouvez faire. Vous avez des véhicules, vous avez, tu sais, tout en respectant les mesures de la santé publique, vous êtes capable d'avoir des petites coupures, là. J'ai vu des gens arriver avec des chaises de camping à l'extérieur du McDo, assis à 2 mètres de leur ami, puis ils prenaient un café. Tu sais, regarde. Il y a toujours moyen de trouver un équilibre et d'être capable de se faire du bien. Alors, je te remercie, Catherine. On va aller juste regarder dans le chat s'il y a des questions. Alors, j'ai une question ici de Mich Deget. La demande est, est-ce que les fruits congelés sont aussi bons que les fruits naturels? Oui, donc la réponse est oui. Ça préserve vraiment à 100% la fraîcheur. Ce qui va être plus faible en termes de nutriments, c'est tout ce qui est en conserve, à cause du processus on chauffe en fait l'aliment pour mettre en conserve, mais congelé, ça conserve à 100%. Puis une petite touche par rapport aux étudiants, si vous avez des fruits ou des légumes congelés, on les perd moins. Si tu te fais une portion, tu peux leur mettre au congélateur. Des fois, moi, quand je me rappelle avoir été étudiante, c'est arrivé souvent que j'ai dû jeter des aliments parce que je les oubliais. Mais là, au congélateur, il y a une possibilité de garder un peu plus longtemps, puis c'est un peu plus économique dans ce sens-là. Après, j'ai une question de Gabriel Gagnon. Il demande quels sont les avantages à manger du pain brun au lieu du pain blanc? Oui, et ça, c'est vraiment pour l'aspect, en fait, que si la différence entre du pain blanc et du pain brun, c'est que le pain brun, on a gardé la petite coquille brune qui entoure le grain de blé. Et donc, quand on dit qu'on mange le grain avec la coquille, on mange le grain entier. Donc, quand je parlais tantôt de grain entier, c'était vraiment de ça que je parlais, c'est de garder le grain dans son entièreté. Donc, si c'est du pain, on veut l'acheter brun. Si c'est du riz, on veut l'acheter brun. Les pâtes, blé entier, même chose. Et l'impact de ça, en fait, c'est que le pain, au lieu d'avoir 0 g de fibres, il va en avoir quelques grammes. Donc, les fibres, on se rappelle, ça nourrit notre flore bactérienne, ça nourrit nos bonnes bactéries. Donc, ça joue sur l'effet anti-inflammatoire et sur le microbiote. Oh, Maryse, ton micro est fait. C'est beau, j'avais oublié de la rallumer.
J'ai une question. La personne a un pseudonyme, donc je te la pose. La question est, est-ce que les protéines animales et végétales sont utilisées de la même façon par l'organisme? Je ne suis pas sûre de bien saisir la question. Si c'est pour revenir à l'aspect anti-inflammatoire, les protéines végétales vont avoir plus un effet anti-inflammatoire que les protéines animales. Donc ça, c'est une belle façon de varier l'alimentation, c'est d'aller vers, introduire un peu plus de plats végés dans la semaine. Et en plus, si on parlait tantôt d'économie, c'est beaucoup plus économique d'aller vers, par exemple, des légumineuses que de la viande rouge. Donc ça peut être un gagnant-gagnant, en fait. C'est meilleur pour l'aspect inflammatoire, mais également pour le portefeuille. Oui, ça, c'est sûr. OK. Mais je pense que pour les questions, on a fait le tour. Alors, mais je te remercie beaucoup, Catherine. C'était vraiment chouette de t'avoir avec nous ce soir, d'avoir pu passer ce temps à discuter de l'alimentation et du stress. Je remercie toutes les personnes qui ont pu écouter notre Facebook Live. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez un petit 2 minutes à la fin dans le chat de juste mentionner de quel cégep vous êtes, ça serait intéressant pour nous de savoir. Alors, je vous rappelle aussi, on se rappelle que demain, c'est la journée de la santé mentale au collégial. Alors, si présentement, vous vivez des moments difficiles, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler dans vos milieux, dans vos cégeps, au cégep André Laurando pour nos étudiants du cégep et employés, il y a des ressources psychosociales, il faut s'en servir. Il faut parler si on veut avancer, si on veut vraiment retrouver un équilibre dans notre santé mentale. À la toute fin, quand le Facebook va être terminé, il va y avoir un visuel là, où ça va être inscrit les ressources disponibles dans tous les milieux au Québec, que ça soit accessible pour tout le monde. Puis aussi, pour les étudiants et les employés du cégep, il va y avoir un lien à la toute fin, incluant le lien de l'équipe nutrition si vous avez des besoins d'une nutritionniste pour vous aider dans votre alimentation. Alors, je te remercie, Catherine. Je remercie aussi Sophie, ma collègue, et un petit remerciement à Ximena qui nous a aidés dans le côté technique. C'était vraiment un plaisir de faire ça avec vous ce soir. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, puis surtout une bonne santé mentale. Bonne soirée.